Bonjour, bienvenue sur ce webinaire. DSI et développeurs, ce webinaire est fait pour vous parce que nous allons parler du thème central de votre transformation qui est accélérer le développement et le déploiement de vos applications et l'accélérer avec Red Hat OpenShift. Ce webinaire vous est proposé par silicon.fr et le duo Sigma Informatique et Red Hat. Un duo qui est incarné par Damien Gobillot. Alors Damien, vous êtes responsable des offres d'infogérance chez Sigma Informatique. Et quant à vous, Guillaume Estrem, vous êtes AppDev Solution Architect pour Red Hat. Le webinaire se déroulera en 4 temps bien marqués. D'abord, une présentation très synthétique des deux entreprises et de l'open source. Après, les enjeux de la transformation digitale, ce sera plutôt la partie de Damien Gobillot. Après, vous aborderez plutôt la plateforme Sigma Pass, ce sera Guillaume. Damien fermera cette partie, enchaînant ensuite sur comment s'approprier cette fameuse plateforme. À la fin de cette émission, je vous poserai, Damien et Guillaume, quelques petites questions pour terminer sur les préoccupations de nos amis DSI et développeurs. Donc, Damien, je vous propose de commencer en nous présentant tout simplement cette session, en l'ouvrant avec la présentation de Sigma. Bonjour, alors en effet, je suis Damien Gobillot, je suis responsable de l'offre infogérance à Sigma. Donc Sigma est une ESN nantaise d'origine, de 800 collaborateurs. Voilà, nos activités sont de 3 types principalement. Une activité d'édition de logiciels, qui est l'activité sur laquelle Sigma s'est construite, donc avec différentes propositions de progiciels sur alors différents corps de métier. Je pense notamment au domaine du SIRH, où on est très présent, la partie finance et supply chain. On a aussi une vraie présence sur la partie logement social. Donc voilà, donc là, une vraie activité progicielle, complétée par une activité de digital. Donc là, c'est vraiment de la construction sur mesure avec du conseil et une offre de service qui est plutôt orientée vers l'aspect design thinking, construction sur la base de cette mouvance-là, du design thinking, sur laquelle on a construit de belles choses. Je pense notamment, et c'est d'actualité, à notre application Time to Shop dans le cadre du Covid et du confinement qu'on a connu ces derniers temps. Voilà. Sigma a été très acteur là-dessus et c'est ce qui nous a permis de montrer notre savoir-faire. Une troisième activité qui nous concerne un peu plus aujourd'hui, qui est l'activité d'infogérant, avec donc différents data centers qu'on a en propre, donc 4 data centers sur la région nantaise, et une offre de service qui accompagne ces data centers et un positionnement réellement vers le cloud aujourd'hui, avec différents savoir-faire qui ont été développés et notamment une activité de conseil en transformation du SI qui complète assez bien l'offre de PaaS qu'on va aborder aujourd'hui avec Red Hat. Voilà. Sinon, pour rapidement finir cette présentation de Sigma, on a 5 implantations nationales, donc par le biais d'agences sur Toulouse, Paris, Strasbourg et Lyon. Voilà pour moi. Je vais laisser Guillaume prendre la suite. Merci Damien. Donc, bonjour à tous, donc, je m'appelle Guillaume Estrem, je travaille chez Red Hat en tant qu'avant-vente sur l'offre middleware et OpenShift. Et donc Red Hat aujourd'hui est une entreprise qui depuis plus de 25 ans propose des solutions open source pour les entreprises. Donc, notre travail en fait c'est de venir capter l'innovation des communautés open source les plus pertinentes pour les apporter à des besoins critiques pour que les entreprises puissent en fait utiliser ces produits en toute sécurité avec tous les bénéfices en fait de l'innovation de l'open source. Donc aujourd'hui, c'est plus de 14 000 employés qui travaillent chez Red Hat, dont la moitié sont dédiés au développement et à l'animation de ces communautés-là. Donc aujourd'hui, on est une entreprise qui génère plus de 3 milliards de chiffre d'affaires, ce qui fait de nous la première entreprise open source à réaliser cet exploit. Et donc aujourd'hui, en fait, notre modèle économique, évidemment, est un peu particulier dans la mesure où on ne vend pas du gratuit. Donc notre travail, en fait, consiste à venir contribuer dans les communautés open source, venir intégrer ces communautés-là avec nos forces de développement, avec notre expertise, pour ensuite venir transformer ces projets-là en un produit que l'entreprise puisse venir consommer. Et nous, derrière, on va mener du coup un cycle de vie prédictif, on va mener un support pour pouvoir proposer un produit qui soit toujours stable et sécurisé et s'assurer que derrière, l'ensemble des compliance qu'on est capable
de fournir soit toujours respecté. Ainsi, on va pouvoir permettre aux différentes communautés de pouvoir grossir et d'avoir toujours des projets communautaires qui proposent davantage de fonctionnalités pour les entreprises. Donc évidemment, on est principalement connu pour la distribution Linux qu'on porte aux entreprises depuis plus de 25 ans. Et donc là, vous pouvez voir qu'on a un certain nombre d'autres projets communautaires qui aujourd'hui sont très connus, en l'occurrence OpenShift, on va reconnaître RDO avec OpenStack. Et donc aujourd'hui, on parlera de OpenShift, dont le projet communautaire aujourd'hui est OKD. Donc voilà, merci pour les présentations. Donc on a bien en tête qui est Sigma, qui est Red Hat, comment se présente l'open source. Maintenant, on s'adresse à nos internautes, développeurs, DSI, quels sont pour eux les enjeux de la transformation digitale tels que vous pouvez les observer, les analyser, Damien Gobillot. Alors, je vais commencer par partir effectivement de la transformation digitale, qui est une transformation qui a commencé maintenant depuis quelques années. Le besoin qu'il y a derrière, c'est de répondre à des problématiques, des enjeux traditionnels, donc des problématiques qu'on rencontre tous les jours depuis maintenant des dizaines d'années, y répondre au travers d'un outil numérique. Ça sous-tend quoi? Ça sous-tend une accélération des changements au niveau du système d'information et une modification globale des modèles économiques. On prend un exemple bien connu, Uber. Aujourd'hui, Uber est présent, alors historiquement sur les véhicules pour transporter les personnes, mais aussi maintenant sur la nourriture. C'est un changement profond de modèle économique sur la base d'une problématique qui est ancienne, qui est transporter des personnes d'un point A à un point B. Donc ça, c'est une image pour indiquer la modification et finalement la construction que nous permet aujourd'hui l'outil informatique et l'outil numérique pour répondre à des problématiques préexistantes. Ça sous-tend quoi? Ça sous-tend une modification en profondeur du système d'information. Modification qui, finalement, quand on apporte ces nouvelles solutions à des problématiques existantes, on va venir s'intégrer dans un système d'information qui est préexistant et générer du lien entre les différentes briques existantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la nécessité d'avoir un système d'information qui soit le plus flexible possible et qu'on puisse le plus adapter pour y intégrer ces nouvelles solutions. Ça veut dire aussi un besoin de scalabilité parce que le nombre d'utilisateurs va aller croissant puisque l'objectif est bien un objectif de développement économique et donc de réduction aussi du time to market sur les solutions qui sont développées. On s'appuie bien entendu là-dessus, sur ce sujet, sur les innovations technologiques et les nouvelles solutions, qu'il s'agisse de nouveaux médias de communication ou médias d'interaction, je pense à l'Internet des objets, ou qu'il s'agisse tout simplement de nouvelles solutions technologiques qui nous permettent d'accélérer les cycles de développement. Finalement, tout ça, ça nous mène à une externalisation du système d'information, au recours à des prestataires, à des hébergeurs, des infogéreurs qui permettent, au travers de leur savoir-faire et de leurs moyens physiques, de gagner cette flexibilité, cette capacité d'intégrer de nouvelles solutions dans un système d'information préexistant. Au travers des solutions proposées, on peut rencontrer aussi des solutions comme le PaaS et le DevOps qui sont directement liés à cette réduction du time to market, à cette accélération des cycles de développement et cette capacité de s'appuyer sur la technologie pour porter des solutions rapidement et efficacement. L'autre gain, et ça on en reparlera dans la suite, c'est le paiement à l'usage. Ces modèles-là amènent aussi à un nouveau mode de consommation et de paiement qui est très lié à l'usage. C'est-à-dire qu'une solution qui est dimensionnée pour un nombre d'utilisateurs donné, aujourd'hui nécessite un paiement de l'infrastructure chaque jour identique et que la ressource soit utilisée ou non. Ces nouveaux modèles introduits ici nous permettent finalement un paiement à l'usage, c'est-à-dire que je ne paye que ce que mes utilisateurs consomment réellement au niveau des ressources. Donc c'est un autre aspect qu'on pourra aborder. Mais concentrons-nous d'abord sur le cycle de développement. Et je vais vous présenter donc un schéma en 3 temps. Finalement, aujourd'hui, le développement d'une solution logicielle, c'est 3 grands temps, 3 grands moments du développement.
Le codage, bien entendu, alors c'est la partie qui paraît la plus naturelle. Le codage avec des micro-développements, la gestion d'un IDE, la gestion des sources, la gestion des tests unitaires. Un deuxième temps qui est plutôt sur l'intégration des composants, donc j'en parlais, les systèmes d'information se densifient, les flux entre les applications se multiplient, et ça a comme conséquence logique la nécessité de valider les briques qui sont interdépendantes entre elles. Et forcément, une nouvelle solution va venir s'intégrer dans ces différentes briques et nécessiter une validation de son fonctionnement dans son écosystème. Donc, on a aussi des tests fonctionnels et des tests de la performance. Et finalement, on va arriver à un déploiement dans des environnements, qu'il s'agisse de recettes ou de production, qui vont, eux, être liés à l'expérience utilisateur et qui vont porter tout un ensemble de technologies qui permettent de faire fonctionner l'applicatif. Ce que je voulais mettre en relief dans cette séquence, c'est la multiplicité des outils. L'environnement de développement va mettre en jeu un outil de gestion de la configuration, des IDE, tout un environnement lié au poste de développement. L'intégration va plus mettre en œuvre des outils d'automatisation, de pipeline, de calimétrie, de validation, de tests de performance. Et enfin, le déploiement va être intrinsèquement lié au runtime et donc à toute la partie middleware qui va permettre de faire fonctionner l'applicatif. Un des grands défis dans l'accélération des cycles de développement, finalement, c'est de réussir à ordonnancer, à faire fonctionner, à faire communiquer tous ces outils pour avoir une chaîne qui soit la plus efficiente possible et la plus répétable possible pour accélérer la capacité à déployer rapidement en production des développements. Pour illustrer un peu tout ça, je vais vous présenter comment, avec OpenShift, Sigma a réalisé une plateforme qui permet de réaliser ces 3 étapes en un temps minimum et avec une fiabilité optimisée. Donc, on part de l'applicatif. J'ai pris un exemple standard sur le marché, hein, un applicatif Java qui tourne sur du Tomcat. L'objectif étant, pour le développeur, là, de réussir à monter sa plateforme de production le plus rapidement et le plus efficacement possible. La première étape avec notre plateforme, c'est la définition des ressources et de la typologie de projet. Donc là, on va avoir une première plateforme. Je vous ai noté là dans l'encart de quelle plateforme il s'agit. Au sein de Sigma, c'est une plateforme qui s'appelle S-Cloud, qui est finalement notre plateforme de virtualisation qui nous permet de créer de la VM à la demande. Donc sur cette plateforme, on va commencer par créer un environnement dans lequel on va choisir le type de langage qu'on veut utiliser, donc ici Java dans notre exemple. On va définir le nombre d'environnements nécessaires et on va indiquer des quotas projets. Donc là, le but, c'est de permettre de définir une enveloppe finalement utilisable, mais non réservée, c'est important, dans laquelle le développeur va pouvoir créer son environnement, créer ses différentes briques et venir fonctionner. Ce qui permet de mettre un garde-fou à la consommation globale du projet sur la plateforme OpenShift. Le second temps, c'est l'instanciation de l'application. Donc là, suite à la validation du formulaire que je vous ai présenté précédemment, on va avoir la création d'un certain nombre de briques middleware qui commencent à structurer notre brique d'intégration continue. On va avoir un sonar qui permet de mesurer la calimétrie, un Jenkins qui va instancier le pipeline, et ça, on y reviendra un peu plus tard dans la présentation, et un Gitee pour la gestion des ressources. Bien entendu, ici, le Gitee, il est disponible si on souhaite héberger ses sources sur la plateforme. Il peut tout à fait être envisagé d'avoir recours à une plateforme Git externe. L'étape suivante constitue la création des environnements. Donc là, on va avoir un environnement de développement. Donc j'ai pris un des environnements qu'on a créé initialement et on voit que finalement, je vais pouvoir injecter dessus les middleware qui m'intéressent. Donc là, un Tomcat qui est en erreur forcément puisque j'ai pas encore injecté d'applicatif dans le Tomcat, donc il attend un applicatif à déployer, et une base PostgreSQL que je vais pouvoir créer en 3 clics. Finalement, on arrive au déploiement de l'application, où là, une fois mes sources injectées sur la plateforme, je vais pouvoir constituer une image. Donc là, on est sur du conteneur. Donc c'est une image qui a été générée, construite, et qui va pouvoir être injectée dans la plateforme que je viens de créer.
Finalement, j'ai fait cet exercice pour la présentation et il m'a fallu quelques minutes pour y parvenir. Et finalement, en 30 minutes, tout compris, l'infrastructure des différents environnements était posée et on avait quelque chose de fonctionnel et d'utilisable. Ce qui veut dire que sur une réduction de la mise en place des environnements, on arrive à quelque chose de tout à fait compétitif dans la mise en œuvre d'une application standard. Je vous propose de passer à une présentation un peu plus détaillée de la plateforme et plutôt de son architecture, et Guillaume va prendre la suite. Merci Damien. Donc effectivement, le use case présenté par Damien aujourd'hui, ben, il est possible parce que on s'appuie sur une plateforme qui vous permet de venir développer et déployer vos applications, tout en tirant parti la technologie de containerisation. Donc en fait, cette technologie de containerisation, aujourd'hui, tout le monde veut faire du container, donc tout le monde a entendu parler de Docker, qui a largement popularisé cette technologie de container, qui est une technologie Linux à la base. Et donc très vite, cette nouvelle technologie, étant une technologie open source, ben, il y a eu énormément de projets qui ont commencé à, à se développer autour. Et très vite, il y a eu un besoin en fait de venir ben, déjà se standardiser, parce qu'au final, tout le monde interprétait plus ou moins la manière dont il fallait utiliser ces containers, mais aussi très vite, des entreprises ont commencé à s'y intéresser et ont vite fait face à des problématiques pour pouvoir se déployer dans un contexte un peu plus critique, en utilisant ben, des infrastructures existantes, en étant capable de se déployer à l'échelle, tout en étant capable ben, d'apporter la sécurité, mais aussi pouvoir embarquer facilement ben, des applications déjà existantes. Donc, on a eu l'émergence d'une autre technologie qui permettait en fait de venir orchestrer les containers et de manière plus globale en fait de venir orchestrer les ressources qu'on allait pouvoir venir attribuer à nos containers pour qu'ils soient déployés, mais également pouvoir venir orchestrer ben, l'infrastructure sur laquelle on vient se déployer. Donc aujourd'hui, dans le monde des containers, on a deux technologies principales qui nous permettent de pouvoir faire former cette plateforme-là, c'est l'orchestrateur et le moteur du container. Donc, avec l'émergence de ces projets open source, de grandes entreprises influentes dans ces communautés-là, comme Red Hat et Google, qui ont participé à comment dire, qui ont open sourcé, je ne vais pas faire un anglicisme douteux, qui ont open sourcé le projet Kubernetes, ont par la même occasion créé la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation, qui a permis de normaliser la manière dont on devait venir distribuer une version de Kubernetes en garantissant une certaine conformité pour que derrière, n'importe quel projet communautaire qui veulent tirer parti de Kubernetes ben, soit compliant et évite aux clients de venir potentiellement modifier son projet pour qu'il puisse venir l'accoster dessus. Donc, la solution OpenShift va s'appuyer sur une distribution certifiée de Kubernetes que Red Hat va développer pour ses besoins. Et d'un autre côté, on a l'OCI, donc l'Open Container Initiative, qui, elle, a pour but de venir normaliser deux éléments clés donc, dans le monde des containers. Le premier, ça va être ce qu'on appelle le Container Engine, qui est en charge de venir exécuter le container et également venir définir le format des images. Donc, bien entendu, ce format d'image-là a repris les formats que Docker avait largement popularisé lors de son entrée en jeu dans le monde des containers. Et donc aujourd'hui, la solution Red Hat OpenShift s'appuie sur ces deux grandes normes pour pouvoir permettre aux clients d'avoir une plateforme qui va permettre de s'intégrer avec un maximum de projets open source et du coup permettre aux entreprises de pouvoir venir facilement développer soit de nouvelles applications ou pouvoir venir transformer leurs applications dites legacy vers un monde beaucoup plus moderne. Donc on va voir en fait que la solution Red Hat OpenShift aujourd'hui, ce n'est pas seulement une distribution de Kubernetes d'entreprise, c'est bien plus que ça en fait. Nous, ce qu'on propose, c'est un produit qui va être clé en main pour que le client puisse directement venir consommer les services proposés par la plateforme pour pouvoir venir déployer et développer. Donc déjà, on va proposer l'intégration forte avec RHEL, donc qui est la distribution de Red Hat autour donc, du kernel Linux, qui va vous apporter
la portabilité de vos applications sur tout type d'environnement, que ce soit sur du cloud ou sur du virtuel ou sur du bare metal, mais également la garantie de l'exécution des containers, étant donné qu'on va apporter des technologies pour venir garantir l'isolation des containers qui vont être exécutés sur un même machine, ce qui va être extrêmement important, comme la promesse de la plateforme avant tout, c'est d'avoir une plateforme qui soit dite multi-tenante, qui va pouvoir accueillir du coup un certain nombre de workloads totalement indépendants les uns des autres et garantir que leur exécution n'aura pas d'effet de bord. Ensuite, on va retrouver donc évidemment l'orchestrateur Kubernetes, autour duquel on va rajouter les différentes briques qui vont permettre de venir s'intégrer avec une infrastructure sous-jacente, c'est-à-dire avec donc les briques réseau, avec une capacité à pouvoir venir plugger un certain nombre de SDN. On va nous par exemple proposer par défaut Open vSwitch, mais on va pouvoir en mettre d'autres. On va également retrouver toute une stack pour venir monitorer et récupérer l'ensemble des logs de notre cluster. Et on va également retrouver les services propres containers pour tout ce qui va tourner autour de la registry notamment. Et ensuite, on va également fournir des outils qui vont permettre de venir réaliser un certain nombre de tâches automatisées pour pouvoir permettre au cluster tout simplement de se mettre à jour et de pouvoir mettre à jour les composants tant d'infrastructure que les composants applicatifs qui vont venir se déployer au-dessus de la plateforme. Ainsi, on va retrouver en fait tout un catalogue que les développeurs ou les équipes d'infrastructure vont pouvoir venir consommer à la demande. Et c'est justement ce catalogue de services à la demande qui va nous intéresser pour la suite de notre webinaire, où on va montrer comment OpenShift en fait supporte l'intégralité du cycle de développement. Donc ça va aller de la capacité à pouvoir fournir des environnements consistant en quelques clics, comme l'a montré Damien au travers de son use case. Mais nous également, on va mener des outils qui vont permettre en fait aux développeurs de pouvoir réaliser les mêmes tâches qu'ils faisaient dans un mode hors container sans devenir un expert des commandes Docker ou Kubernetes. Donc ainsi, on va pouvoir favoriser l'adoption de la plateforme pour les populations de développeurs. Et on va voir que avec OpenShift, en fait, on va en plus de fournir les outils pour venir développer, on va également fournir les mêmes outils qui vont servir pour venir monitorer la plateforme et les applications une fois qu'elles seront en production. Donc vraiment, on va avoir ces ensembles d'outils qui vont être consommables et prêts à être utilisés pour les développeurs, mais aussi pour les équipes de production, dans la mesure où chacun en fait, va utiliser les mêmes outils. Et donc pour ce faire, pour pouvoir en plus accélérer ce cycle de développement, Red Hat va vous mettre à disposition un catalogue middleware riche qui va en fait vous fournir donc, ces fameuses images du container qui sont ni plus ni moins qu'une manière de venir packager un runtime existant, une base de données, un service de messaging qui va être déjà supporté et certifié par Red Hat pour être exécuté sur OpenShift avec les prérequis dont l'entreprise a besoin. Ce qui est encore important comme valeur ajoutée, c'est que, étant donné que tous ces middleware et ces runtime-là sont des projets open source, Red Hat va, par sa force de développement et son expertise, va pouvoir vous apporter des distributions de ces projets-là qui vont être sécurisées et qui va également vous permettre de venir gérer le cycle de vie de ces runtime en vous mettant automatiquement à disposition les nouvelles versions qui seront sécurisées et patchées, et ainsi vous permettre de pouvoir développer librement. Bien entendu, juste un dernier point, c'est que l'ensemble de ce catalogue middleware est juste là pour vous aider à démarrer ou aller en production, mais évidemment, rien ne vous empêche derrière de venir apporter vos propres images, vos propres outils pour pouvoir développer sur la plateforme. Alors si, pardon, Sigma, en plus du catalogue riche que Guillaume vient de décrire, effectivement, a essayé, a fait en sorte que sur cette plateforme, sur notre plateforme Sigma Pass, on soit capable d'accélérer réellement et tout de suite la capacité de mettre en œuvre une solution applicative. Je vous ai décrit un peu un cas d'usage tout à l'heure. L'objectif pour nous, c'est bien en quelques clics de permettre d'avoir un environnement tout packagé, ou plutôt une solution toute packagée qui permette pour une stack standard d'avoir tout de suite un gain et de pouvoir montrer des résultats rapides.
Les pipelines sont un excellent exemple de cette démarche puisque avec notre plateforme, on a la possibilité, encore une fois, sur des stacks relativement standards, mais quand je dis standard, finalement, ça représente plus de 80% des solutions développées aujourd'hui. On parle d'environnement, par exemple, JavaScript pour la partie Node.js, mais on parle aussi d'environnement Java, d'environnement PHP. Voilà. Donc le spectre est très large, un peu comme l'est le catalogue d'OpenShift fourni par Red Hat. Et finalement, ce pipeline-là va permettre d'avoir préconfiguré toutes les strates d'une chaîne d'intégration continue standard. Si on regarde un peu dans le détail, cette chaîne d'intégration continue, elle va avoir, on va dire, 5 grandes étapes. La première est la récupération du code source, donc jusque-là, rien que de très standard. Ensuite, on va intégrer des briques intermédiaires. Ce que j'appelle briques intermédiaires, c'est finalement des briques qui vont nous permettre d'évaluer la qualité, mais aussi potentiellement la précision de notre code. Donc là, on a, pareil, sur l'exemple que j'ai pris, SonarCube qui va nous donner des éléments de calimétrie de notre code. On pourrait avoir aussi des scénarios Selenium qui viennent se greffer ici, donc qui vont nous donner une vision de la qualité fonctionnelle de notre code et tout autre type de briques. On pourrait avoir aussi un tiers de performance JMeter, alors pas à ce niveau-là, en général un peu plus tard, entre le déploiement de la plateforme de développement et la suite. Évidemment, après les phases intermédiaires, on va construire l'image. Donc, on est sur une logique de conteneur que présentait Guillaume juste avant. Donc, dans cette logique de conteneur, on va packager une image qui va être un conteneur sur étagère de votre applicatif. Suite à cela, l'image est stockée, taguée, donc étiquetée entre guillemets, et va pouvoir être déployée de façon automatique sur les différents environnements. Donc là, on voit qu'il y a une étape de déploiement complète qui aboutit au déploiement en développement et en production. Dans la vie réelle, on imagine bien que ce pipeline-là est rarement celui qui est utilisé. En général, on commence par un déploiement développement recette et suite à validation, on va avoir un déploiement en production. Mais on peut très bien imaginer toutes les combinatoires possibles dans le déploiement. Donc ce pipeline-là, finalement, ce qu'il faut retenir de cet exemple, c'est que ce pipeline est préconfiguré, il est sur étagère et il vous permet en un temps le plus court possible d'avoir une application qui fonctionne non seulement sur vos environnements de développement et de validation, mais aussi sur une production directement accessible à vos clients. Voilà. Je vous propose de continuer sur une vision un peu plus orientée sur le comment on accède à cette plateforme et comment on transforme son SI pour parvenir finalement à quelque chose de peut-être d'hybride entre l'utilisation de cette plateforme et d'autres modes de consommation de plateformes d'infrastructure au travers d'une méthodologie que nous utilisons dans notre offre d'accompagnement de nos clients, mais aussi de conseil pour aider au choix des différents types finalement d'hébergement et de consommation des plateformes de type PaaS. Je parlais au début de l'écosystème du système d'information qui se densifie et qui crée des liens entre les différentes briques, qui peut complexifier d'une part le SI, mais aussi le rendre plus difficile à appréhender. Sigma, dans son approche de conseil et d'accompagnement à la transformation du SI, a défini finalement une méthodologie en 4 étapes qui commence par, bien évidemment, l'entretien, l'écoute et le questionnement des différentes parties prenantes du système d'information. Le but ici étant d'avoir, pour nos consultants, une vision claire de la topologie du SI et les différentes interactions entre les différentes briques, mais aussi de définir quels sont les briques critiques du système d'information.
Ça nous permet finalement d'avoir un premier rapport d'étonnement dans cet entretien et de planifier différents ateliers qui nous permettront de creuser les différents aspects que nous trouvons cruciaux. On arrive ensuite dans une seconde phase, la phase d'analyse. Et cette phase d'analyse, elle va se baser sur tous les éléments d'architecture du système d'information. Ça nous permet d'avoir une cartographie applicative et une analyse des forces et des faiblesses du système d'information. Cette analyse débouche sur une évaluation. Donc là, on va évaluer en fonction des gains que peut apporter une plateforme comme le PaaS, mais aussi en fonction du type d'applicatif. On va pouvoir définir différents scénarios de transformation du système d'information. Donc, je parle plus d'une transformation vraiment du système d'information, plus que d'une transition vers la plateforme PaaS, parce que finalement, les cibles que nous allons pouvoir produire en sortie ne vont pas uniquement concerner la plateforme PaaS, mais peuvent aussi concerner une transition vers les clouds publics, ou des transitions de type architecture avec le recours à des services peut-être mutualisés au sein de l'infrastructure que peut proposer Sigma. Donc les possibilités sont multiples. Là, dans le cadre de l'adhésion à la plateforme PaaS, on va essayer de cibler les applicatifs qui vont avoir un fort gain à la transition vers la plateforme PaaS. Le gain étant mesuré par à la fois le besoin de performance, puisque la plateforme PaaS a un réel gain en termes de performance de par sa scalabilité, et aussi les applicatifs qui vont vivre beaucoup. C'est-à-dire que des anciens applicatifs qui vont avoir 2 wagons de développement par an seront peu intéressants sur des plateformes comme le PaaS. On va plutôt cibler des applications qui ont une vie assez remplie et donc des cycles de développement qui vont être répétés et multiples tout au long de l'année. Sachant que la capacité aussi à proposer sur cette plateforme des déploiements de type blue-green avec le déploiement d'une fonctionnalité uniquement sur une partie des utilisateurs peut être aussi quelque chose qui guide notre choix dans cet accompagnement-là. Pour finir et finalement en guise de résumé de ce qu'on a pu voir, on peut résumer les gains de cette plateforme sur 4 postes principaux. La simplicité, c'est ce que je me suis attaché à vous démontrer dans le cas d'utilisation, dans le cas d'usage. Cette plateforme répond à un nombre de besoins large avec une réelle performance sur la capacité à produire du résultat très rapidement. Donc, simplicité d'utilisation parce que finalement, au travers de 2-3 formulaires différents, on a vu qu'on pouvait mettre directement en place une infrastructure complète pour une application donnée. La réduction des coûts, forcément, on est sur une plateforme mutualisée. On n'est pas sur une plateforme qu'on construit directement pour ses besoins propres. Donc, forcément, la mutualisation des coûts matériels et le modèle de paiement à l'usage amène une réduction immédiate des coûts d'infrastructure. La vitesse de déploiement, je ne vais pas m'appesantir dessus. On a plutôt insisté sur cette capacité. Et finalement, c'est une des grandes forces de cette plateforme que de permettre un déploiement maîtrisé et rapide sur les différents environnements. Et évidemment, l'intégration des différents outils. On parlait des outils de développement et des outils de gestion de configuration, forcément, mais on parle aussi des outils de calimétrie, on parle aussi des outils de test de performance, on parle de tous les outils qui jalonnent finalement un développement applicatif qui peuvent être intégrés à cette plateforme et permettre un usage qui, de façon automatisée et standardisée, a le plus grand confort pour les équipes de développement. Je vais rendre la main à Didier. Voilà. Donc, absolument. Merci Damien et merci Guillaume donc, pour cette présentation qui était très pédagogique et très, très concrète. On est entré de plus en plus dans le sujet en finissant sur l'appropriation avec vous, Damien. Quelques questions pour terminer. Damien, justement, le monde dans lequel on vit est un monde de concurrence. Quelle différence faites-vous avec les plateformes, les différentes plateformes proposées dans les différents clouds?
Alors justement, la différence principale, finalement, elle est dans le packaging qu'on a pu faire autour de la plateforme. Une plateforme sur un cloud public, qu'il s'agisse d'Azure, AWS ou autre, peut s'appuyer sur le même type d'outils. On va avoir du Kubernetes, on va avoir du OpenShift. Néanmoins, il y a tout un écosystème à développer et je parlais des pipelines, je parlais des outils à configurer. Le coût de mise en œuvre d'une plateforme réside en grande partie dans son paramétrage et sa configuration. La solution de Sigma est une solution tout packagée qui permet, sans se soucier finalement de la configuration et de la mise en œuvre de la plateforme, de profiter directement de ses avantages. Guillaume, est-ce que toutes les applications peuvent être portées sur votre plateforme, sur SigmaPass? Alors, sur SigmaPass et du coup de manière plus générale sur OpenShift, en fait, toutes les applications qui peuvent être exécutées sur Linux aujourd'hui, donc peuvent être portées sur OpenShift, dans la mesure où on pourra être containerisé, mais également on pourra avoir des applications de type .NET Core pour l'univers Microsoft. Et aussi un autre point important, c'est que sur OpenShift, on peut accueillir des applications de toute génération, que ce soit des applications dites legacy, donc monolithiques, ou alors des applications avec des architectures plus modernes qui vont nécessiter déploiement de plusieurs containers côte à côte, mais aussi qui vont pouvoir également consommer du stockage. On va également, avec OpenShift, avoir la capacité à proposer différentes solutions de stockage pour des applications legacy et des applications de nouvelle génération. Donc au final, on a quand même un large panel d'applications qu'on peut accueillir sur la plateforme. Et quel est l'impact sur l'organisation du travail des équipes de développement auxquelles s'adresse ce webinaire, Damien? Alors forcément, on peut se poser la question, puisque là, on parle beaucoup outillage et finalement appropriation d'une plateforme, mais effectivement, les changements et les modifications sous-jacentes dans l'organisation d'une équipe de développement pour l'appropriation d'une telle plateforme ne sont pas neutres. Les équipes qui développent de façon en cycle en V sur des méthodologies de travail très cadencées et au wagon de développement sur des cycles assez longs, comme on peut en connaître sur le marché. Je pense à des équipes qui vont faire des grands développements qui vont durer 6 mois et qui vont déployer en one shot au bout de 6 mois. Cette plateforme-là va avoir une appropriation qui va être plus longue et sous-tend forcément des modifications dans les façons de travailler et dans l'organisation des équipes de développement. Ces modifications, elles vont être principalement les mêmes que celles de l'appropriation des méthodes agiles. Un développement itératif incrémental sur cette plateforme-là est complètement adapté. Mais le coût d'appropriation de ce type de méthode est forcément pas neutre. Et dans le quotidien des développeurs, ça veut dire aussi révolutionner un peu sa façon de travailler pour être plus rapide et avoir des méthodes qui finalement seront tout aussi fiables, mais avec un apport de valeur aux utilisateurs qui sera bien supérieur. On parle souvent de scalabilité, donc comment maîtriser les dépenses d'infrastructure dans ce contexte, Damien? Alors, il est vrai qu'on parlait de scalabilité et de capacité à répondre à la performance, enfin, aux besoins de performance. Ça soulève forcément une question qui tend à comment je maîtrise mes coûts sur la base de cette scalabilité. Puisque finalement, si on force un peu le trait, j'ai un grand nombre d'utilisateurs qui arrivent sur mon application. Mon application OpenShift sous-jacent va détecter cette surcharge d'activité, va multiplier le nombre de nœuds pour répondre à la demande et va faire exploser mon coût d'infrastructure en fin de mois. Cette problématique, finalement, elle est adressée par 2 aspects. Déjà, le premier aspect, c'est qu'on évolue dans une enveloppe de ressources limitée. Cette limite, elle peut être très élevée en fonction des moyens qu'on veut mettre à l'applicatif, mais elle peut être aussi très, très restreinte si l'applicatif n'est pas critique et qu'on ne souhaite pas investir énormément de moyens en fin de mois sur sa capacité à répondre. Donc finalement, ça c'est la première limite. La seconde limite, elle est dans le paramétrage finalement du projet dans OpenShift, qui va lui aussi pouvoir avoir des limitations sur le nombre de nœuds qui vont être créés pour répondre.
Donc finalement, avec ces deux limites-là, on a une limite plutôt d'enveloppe financière d'un côté et une limite de l'autre côté qui est plutôt technique sur la façon dont on va répondre à l'augmentation de la charge. Bref, les deux aspects mis ensemble font que de toute façon, le coût en fin de mois d'une telle plateforme sera forcément limité à ce qu'on a prévu de pouvoir y investir. Guillaume, quel est l'impact du rachat d'IBM vis-à-vis de l'écosystème OpenShift? Donc effectivement, le rachat d'IBM avait pour but de pouvoir développer la stratégie hybride cloud d'IBM avec la solution d'OpenShift. Donc le premier rapport a été que l'ensemble du middleware IBM a été porté sur l'offre OpenShift pour qu'elle soit supportée et containerisée sur cette plateforme-là. Le deuxième apport, ça a été qu'il y a eu une technologie portée à la base par IBM qui s'appelait Multi-Cloud Manager, qui a été repris par Red Hat, tant par le développement que aussi pour le côté open source. L'ensemble des technologies est maintenant en train d'être open sourcé par les équipes de Red Hat et du coup vendu par la même occasion par Red Hat, ce qui va nous permettre de pouvoir accélérer notre implémentation sur auprès des différents clients que IBM avait à l'époque et que nous aurons par la suite. Et le dernier avantage, c'est qu'il y a eu les offres qu'IBM propose actuellement, qui étaient appelées des Cloud Packs. Eh bien, on est venu intégrer OpenShift pour pouvoir apporter cette portabilité des offres IBM sur les différentes offres d'infrastructure du marché. Très bien, merci pour cette précision. Merci à tous les deux, Guillaume Estrem pour Red Hat, Damien Gobillot pour Sigma Informatique et à bientôt sur silicon.fr.